On remercie tous les gens qui ont participé au festival et puis les partenaires en particulier. Après, je sais pas si voilà, on a une petite image. On attaque tout de suite le thème de l'émission avec le bilan de Japan Expo Sud. Messieurs, tout d'abord, avant de rentrer dans les détails, dans les points un peu chiffres, etc., je voudrais d'abord avoir votre ressenti sur cette édition Japan Expo Sud, qui est déjà la 10e, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça fait combien de temps que vous êtes à Marseille 13. 13. Donc Ouais, ça fait un petit 13e moment vague. quand même. Ça commence à Depuis dater. 2009. Ah, ça fait plaisir de voir que tu prépares les émissions à la. Non, mais il fait. Ouais, une dizaine d'années. C'est de la comédie, t'es un acteur. D'accord. Ouais. Il fait croire qu'il sait pas, mais En fait, on a sauté qu'une année. Bizarrement. avec le Covid, en fait, parce que les derniers Japan Expo Sud s'est fait au moment des fermetures Covid, au tout début. Mais vraiment au tout début, parce que je crois qu'on l'a appris genre On l'a. limite le jeudi ou le vendredi pour le samedi. Enfin bon, c'était C'est ça. un peu tendu. Et puis après, c'était le premier à refendre aussi. Donc finalement, on a loupé qu'une année. C'est moins douloureux que pour Paris. Ouais, il y avait eu 2 ans de. C'est ça. Et du coup, le retour un petit peu à Marseille, j'ai eu voilà, pas mal d'éditions avant. Déjà, ça vous a fait quoi un petit peu ça, c'est très différent de Paris, je pense. Très différent d'Orléans également, qui est revenu aussi récemment. C'est quoi la différence entre Orléans et Sud, déjà, là, par exemple, qui vous viennent. Est-ce qu'il y a des différences un peu flagrantes qui vous viennent à l'esprit, vous, en tant qu'organisateur de Japan Expo? J'imagine que c'est pas la même organisation, c'est pas la même. C'est pas le même volume déjà de festival. Marseille reste quand même plus grand. C'est pas du coup tout est à l'avenant quoi. Donc, mais c'est une expérience qui est intéressante. C'est peut-être l'ambiance est vraiment très très différente. C'est un peu plus feutré, on va dire, à Orléans par rapport à Marseille. Donc, ok. C'est quoi vos ressentis un petit peu sur cette édition de Japan Expo Sud? Alors, autant on parlait du très bon accueil à Orléans, etc. Autant là, ce qui est un peu dommage, c'est que pour des problèmes qui étaient relativement simples à régler, ça a été tout de suite l'agression en fait. Donc moi, j'étais beaucoup à l'assistance visiteur, des gens qui n'avaient pas réussi à acheter leur billet, des gens qui s'étaient trompés, parce que j'ai quand même un monsieur qui nous a crié dessus parce qu'il n'arrivait pas à rentrer avec un billet pour le samedi 15 juillet, tu vois. Donc samedi 15 juillet, évidemment, il s'était trompé de salon. Et c'était notre faute s'il s'était trompé de salon. Donc un petit goût un peu amer là sur l'attitude, parce que des choses peuvent se passer de travers, il peut y avoir des problèmes, etc. Mais on était là justement pour les arranger et pour que tout le monde passe un bon moment. Mais on était tout de suite dans l'agression verbale, voire physique par moment. Donc c'était un peu bizarre comme ambiance, parce qu'on n'a pas connu ça comme ça à Marseille. C'est toujours été un peu plus chaud, on va dire, mais cette année, c'était un peu, tout de suite dans l'invective, dans je te rentre dedans, etc. Après, à l'intérieur, pour le coup, c'était beaucoup plus sympa. Les gens, moi, je sais que dès qu'on se porte un gilet et qu'on se balade dans l'allée, ils ont toujours des questions. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Où est-ce que machin? Et là, c'était beaucoup plus sympa. Mais c'est vrai qu'à l'entrée, on a pris un peu cher avec. Espèce de truc qu'on disait dans les émissions précédentes là sur le fait que c'était un peu plus en tension, que c'était un peu plus en pression. Et à Marseille, qui était de base déjà un peu plus en tension, ça a vraiment pris un level qui est un petit peu douloureux pour tous les gens, toutes les équipes de l'accueil visiteur. Ouais. Voilà. Et puis quand on voit le chat, on voit aussi qu'il y a clairement des choses qui sont pas claires dans la tête des gens, parce que 30 balles pour un hall et demi, sachant que c'était jamais plus de 23 €. Je vois pas où ils ont trouvé leurs 30 balles les gens. Et c'est un hall et demi. Avant, il y avait 3 halls. Pardon, il y avait 2 halls plus le Palais des Congrès. Donc on va dire qu'il y avait 3 halls qui faisaient à eux 3 18 000 m². Et là, on se retrouve avec le hall 3 plus le hall 2 qui faisait à eux deux 20 000 m², plus tous les extérieurs. Donc en fait, c'est plus grand qu'avant. Ça a déjà expliqué. Et je pense que les gens se font de fausses impressions. Et le truc qu'il y a, c'est que
que ça n'est pas plu à certains ou qu'ils étaient surpris, etc., de l'organisation qui soit différente et autres, c'est une chose. De là à devenir agressif, c'en est une autre. Et puis, c'est pas comme si on avait caché les choses. Je veux dire, les plans de cette année étaient à peu près les mêmes que ceux de l'année dernière. Ils étaient annoncés en avant. Il y a aucune raison d'être dans cette espèce d'agressivité. Mais sinon, ce que je disais, c'est vraiment, une fois qu'ils étaient dedans, les gens qui m'ont abordé, même pendant les conférences et tout ça, on avait une bonne ambiance. Même quand on a géré le public pour le remplissage cosplay, etc., ça s'est vraiment passé dans des conditions très sympathiques. Donc c'est vraiment dommage qu'il y ait cette impression un peu douloureuse à l'arrivée, parce qu'il y avait vraiment aucune raison. Et puis on attend de voir. De toute façon, on a des sondages, donc on verra bien ce que ça donne. Mais c'est sûr que il y avait une circulation peut-être plus difficile à certains endroits parce que on peut tout de suite donner le chiffre, mais on passe de 39 000 et quelques. 39 000 à plus de 46 000 personnes. Donc forcément, ça fait une augmentation importante. Les allées étaient toujours relativement grandes, donc on circulait. Moi, je sais que j'ai circulé en long, en large pour le festival et ça s'est bien passé. Concrètement, voilà, on a des résultats qui sont positifs, nous, de notre côté, en termes de chiffres. On va voir en termes de satisfaction ce que ça donne. Les exposants, je lisais dans le chat qu'il y avait des exposants mécontents, ils se sont pas tout à fait manifestés parce que pour le coup, les exposants, là, on a plutôt que des retours positifs avec des gens qui veulent revenir, etc. Ils ont très bien travaillé l'espèce de zone street food qu'on a fait en extérieur à cartonner. Ça a permis aux gens d'aller prendre l'air, de manger en même temps. On a rajouté des restaurants, donc ça a aussi facilité la vie des gens. Parce que on en a mis aussi, il y en avait dans le hall 3, on en a rajouté en extérieur, et là on en a rajouté dans le hall 2. Donc il y avait vraiment beaucoup plus de restauration, donc les gens ont pu manger plus tranquillement. On pense même qu'il faudra en faire encore plus, tellement il y a eu d'engouement. Mais ça s'est bien encaissé, puis ils se sont pas trop mal débrouillés pour toujours avoir à peu près du stock et tout. Donc c'était hyper bien. Les exposants, ouais, dans l'ensemble, ils ont bien travaillé. On avait un line-up d'invités qui était quand même sympathique. Et les gens ont bien réagi. Ils ont même explosé tout ce qu'ils pouvaient de participation au système de dédicace. C'est quelque chose, après, je sais plus, mais ça a été multiplié par genre 3 ou 4, quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, c'est vrai que il y a une espèce de dichotomie comme ça entre le ressenti qu'on peut avoir si on se mange les gens quand ils arrivent là, puis ce qu'ils ont vécu en termes d'expérience à l'intérieur. Et du coup, on se dit qu'il y a peut-être des choses qui sont inutiles, quoi. À un moment donné, tout est fait pour que les gens rentrent de la manière la plus agréable possible, puissent profiter du festival de la manière la plus agréable possible. Et on n'a pas besoin, en fait, on trouve des solutions à tout le monde. Hein. Donc, C'est ça, donc finalement, ça un c'est peu quand même. plus de peace and love. C'est ça, une fois arrivé à l'intérieur, tout se passe plutôt bien pour le visiteur, quoi, si je comprends bien. Le truc, c'est quand on parle de place à l'intérieur, de circulation et autres, la difficulté, malgré tout, c'est que tu peux pas savoir où vont aller les gens. Donc, effectivement, on avait vu l'année dernière sur les espaces de restauration des longues files d'attente. Donc, c'est pour ça qu'on en a intégré en intérieur. On en avait plus aussi pour essayer de dispatcher les files d'attente. Donc, on a étalé tout ça. Simplement, effectivement, là, le samedi, je sais plus à combien on tournait, mais on a fait un des samedis les plus peuplés de toute notre histoire et on peut pas vraiment s'y attendre non plus puisque le gros des ventes se fait vraiment tout à la fin. Donc on avait vu que ça progressait un petit peu, mais puis à la fin, le samedi, on a progressé de quasiment 35% de fréquentation. Donc évidemment, on avait des quotas. On sait que là, on était quasiment sold out le samedi, concrètement. Parce qu'effectivement, c'était bien rempli. Malheureusement, que ce soit avec des cosplays qui sont peut-être un petit peu grands, effectivement, dans les allées, qui ont beau faire 6 mètres, quand tu as tous les gens qui regardent les stands et autres, c'est plus difficile de circuler. Quand tu es en fauteuil roulant ou autre, c'est pas évident de circuler, mais on a
difficilement d'autres manières de gérer ça en fait. Donc après sur les extérieurs, quand on voulait pas passer dans le hall 3, quand on prenait les allées extérieures, etc., on circulait encore assez librement. Et même si on était volumineux, parce que moi j'ai promené Chibidino à certains endroits, et Chibidino, voilà, c'est le truc qui fait 2 mètres de large, donc il passait. Donc voilà. Est-ce que parce que tu disais qu'on était passé de 39 000 à 46 000 visiteurs, est-ce que vous attendiez à autant de personnes qui allaient venir par rapport à l'an passé, à la dernière édition? Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu plusieurs effets. C'est-à-dire, à la programmation, on avait plus d'invités, puisqu'on est passé quand même de 71 invités au lieu d'une cinquantaine l'année d'avant. Ok. Donc ça avait pas mal augmenté. Des gens comme Sora, Brigitte Lecordier, Philippe Ariotti ont très très fortement marché. Sora n'étant pas là le dimanche, on savait qu'il y aurait un décalage. En plus, là, il y a le match OM-PSG qui a fait fuir un certain nombre de gens. Mais le dimanche reste un gros jour, puisque on a fait un petit peu moins le dimanche que le samedi, mais c'est quoi? C'est 10%, 15% de moins. Le dimanche, c'est pas énorme. Mais par contre, ça faisait la différence. C'est vrai que la circulation était plus agréable le dimanche, que les gens ont pu assister aux différents événements plus tranquillement. Voilà. Et donc, des fois, ça ne joue pas à grand-chose parce que 2-3 000 personnes en plus sur une journée, ça donne une densité qui est haute, quoi. D'accord, ok. Donc, au-delà de ça, vous avez d'autres ressentis peut-être plus personnels, au-delà du fait que c'était peut-être un peu plus tendu à l'entrée et qu'il y avait beaucoup plus de circulation à l'intérieur. Toi, peut-être de ton côté, Thomas, je sais que tu es plus du côté presse, invité, etc. Ça s'est bien passé, ton ressenti un petit peu par rapport à tout ça? Oui, alors déjà on n'a pas eu à rencontrer les gens que Jean-François a rencontrés. Et non, les invités étaient là, ils étaient hyper contents d'être là. Pour les Japonais, c'était aussi un soulagement parce que pendant très longtemps, ils n'ont pas pu sortir de leur pays comme ils voulaient. Et là, on sent que il y a de l'envie. Il y en a qui lancent leur carrière et tout, donc ils se sont bien mis la pression. C'était hyper cool, quoi. D'accord, ok. En gros, il y a ouais. En back-office, puis on a fait des belles rencontres. On a pu discuter un peu plus longtemps avec Ed Le Fou, par exemple. Enfin, c'était super sympa. Que j'ai vu dans le chat d'ailleurs, hein, qu'on salue. Bonjour, je ne l'ai pas croisé. Ok, donc ça s'est plutôt bien passé aussi de ce côté-là. Niveau points chiffrés, du coup, on a parlé un petit peu du nombre de visiteurs, 46 469 visiteurs au total. C'est ça. Vous voulez un petit peu parler des stands peut-être? Il y en a eu combien cette année? 260 stands. Ok. On a fait donc 17 conférences sur les 3 jours. Enfin, pas nous, hein, mais... Voilà, avec des super conférences comme cette rencontre entre Brigitte et Lecordier et Philippe Ariotti et Shigeshi Kubota. Voilà, qui du coup ont eu un regard croisé sur Dragon Ball et comment ça a influencé leur travail au Japon et en France. Il y avait pas des trucs sympas comme ça. Il y a eu un beau Japan Expo Game Show qui a été très intense. Enfin voilà, c'est ça. Et puis comme on avait pas mal de musiciens, notamment des musiciens japonais avec Ailu Grace, avec Takuya Sugimoto, avec Kimion, on se retrouve à avoir 19 concerts showcase qu'on a pu proposer. Voilà, concerts showcase et spectacles. Il y avait aussi des groupes français comme Secret Zero qui étaient là. Et c'est vrai que d'un coup, on retrouvait vraiment l'ambiance plus festive qu'on n'avait pas retrouvé l'année dernière parce que c'était vraiment sorti de pandémie, donc on avait moins d'artistes musicaux. ouais. Mais là, à Ailu Grace, ils ont fait un concert tous les jours et tous les jours, ils étaient voir le public réagir, nombreux, etc. Donc c'était bien. Sugimoto leur avait montré sa danse avec les onigiri là. Ouais. Il l'a fait, ça a cartonné. Ok. Donc c'était super sympa, quoi. Donc ouais, une ambiance très musicale aussi dans cette Japan Expo. Ouais. Ça fait du bien après, je pense. Ça faisait du bien de revoir. On avait déjà eu un avant-goût cet été, puis à Orléans et autres. Mais c'est vrai que sur Marseille, l'année dernière, c'était le premier événement qu'on faisait depuis l'interdiction. Et du coup, c'était le vrai redémarrage cette année.
Je vois dans le chat, vous avez beaucoup de questions. N'hésitez pas à les poser un petit peu plus tard dans la partie questions-réponses. Ne vous inquiétez pas, si on n'y répond pas forcément maintenant, c'est pas qu'on n'a pas envie d'y répondre. On y C'est répondra, ça. comme d'habitude, en seconde partie d'émission. Donc gardez-les de côté et promis, on y répondra. Pour continuer sur les chiffres, On a rajouté une scène. la C'est scène ça. camo, la fameuse. Voilà, la fameuse scène camo. Qui nous permettait d'accueillir pas mal de spectacles de danse, d'initiation et autres. Et ça a il y a eu des vraiment cartonné. workshops. Je veux dire, les workshops, ils étaient tout le temps complets. C'est une belle réussite, je pense, cette nouvelle scène. Les dédicaces, il y en avait beaucoup plus, puisque 43 séances de dédicaces. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui ont été un peu déçus parce qu'ils pensaient tous pouvoir avoir une dédicace de Sora, mais à moins qu'il ait dédicacé jour et nuit, et encore, il a 3 jours, à mon avis, ça n'aurait pas suffi. Il ne pouvait pas avoir tout le monde, puisqu'il y a quand même eu, juste pour le principe, c'était quoi, genre 1700 personnes juste pour lui qui ont tenté d'avoir une dédicace, un truc comme ça. Alors évidemment, il y a Sur les 2 jours où il était là. sur les 2 jours où il était là, il y a eu quelques déçus, mais on se retrouve quand même avec 6667 tentatives d'obtenir une dédicace pour 1925 gagnés. Donc en fait, il y a un ratio de 1 à 3, grosso modo. Et le truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, quand vous avez autant de gens qui veulent avoir un artiste qui va faire, je pense que dans les 2 jours, Sora, il a dû faire 250, 300 personnes. Ouais, bah on a même rallongé On a même rallongé le samedi, voyant le succès. Sora a accepté de prolonger ses dédicaces pour essayer d'avoir plus de gens. C'est aussi pour ça qu'il passait sur scène, pour qu'on le voit. Et c'est vrai que c'était pas évident, et il peut pas. Enfin, si tu commences à en faire une de plus, voilà. Ouais, ça commence à devenir très vite. Voilà, et puis c'est mine de rien, c'est éprouvant parce qu'il prend le temps de discuter, une photo, machin, etc. Donc voilà. Ou alors, à moins qu'on fasse à la chaîne, parce que ça, je l'ai vu quand on gérait les dédicaces des acteurs de Stranger Things, par exemple, à Comic-Con. Les mecs, ils arrivaient, et c'était je te passe la fiche, je te tape, et tu lèves même pas la tête pour dire bonjour au gars qui est en face de toi, quoi. Alors là, effectivement, on est capable de faire beaucoup plus. Mais je pense que C'est pas l'esprit. l'esprit, c'est plus de pouvoir Partager. partager, d'avoir un instant avec Et puis, l'artiste, quoi. Il y a quand même eu près de 2000 dédicaces distribuées. Hein. Enfin, c'est pas non C'est plus énorme, sur c'est 2 jours. beaucoup de gens qui sont partis avec des choses. Et mécaniquement, dans le système de dédicaces, il y aura toujours plus de gens déçus parce que ils n'ont pas réussi à avoir une dédicace, que ce soit parce qu'ils ont attendu pour rien, et ça on a essayé de le supprimer avec tous les systèmes d'application qu'on a mis en place, que ce soit parce que on est venu trop tard, et ça tous les tirages au sort et tout, on essaye de donner le plus de chances possible équitablement à tout le monde d'avoir une dédicace, et ça fait, mais il y aura toujours plus de gens qui tentent leur chance que de gens qui réussissent. Et le seul moyen, enfin, sinon après l'étape, c'est qu'on rentre là, dans les trucs à l'américaine où tu payes ton gros chèque et t'es sûr Ouais, d'avoir alors ton ça, le machin. nombre de gens qui ont voulu acheter des dédicaces de Sora, c'est impressionnant. ouais Et nous, c'est pas la relation, et je pense que les Japonais, c'est pas non plus la relation qu'ils veulent avoir avec plus les américain. fans. Voilà, c'est très côté, américain. Donc voilà. Mais en tout cas, je note 6667 tentatives de dédicaces sur les 3 jours, dont 1925 gagnés. En 2022, c'était 1074. donc, Ouais, vachement 1074 gagnés, donc on a quasiment doublé le nombre de dédicaces distribuées. Et en termes de tentatives, on était déjà bien en dessous aussi. Parce que là, je crois que le vendredi, on avait fait plus en 2023 que les 3 jours en 2022. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui ont tenté d'obtenir une dédicace. C'est logique, hein, plus de monde sur le festival, C'est plus ça. d'invités, donc plus de dédicaces. C'est la suite logique. Le vendredi soir, il y a eu, du coup, tu l'as dit, autant de tentatives. Sur l'application, on a beaucoup parlé de l'application. Ouais, alors dans les émissions. il y a pas mal de gens qui avaient ce petit souci, c'est que quelqu'un avait acheté les billets, ils étaient plusieurs, et en fait, c'est la personne qui avait acheté les billets qui avait tous les billets dans son compte. Et je sais qu'on m'a plusieurs fois posé la question, mais pourquoi je peux pas juste récupérer mon billet? Alors en fait, le problème, c'est que si on imaginait que une fois que vous avez un billet, vous le scannez, vous le rentrez, il est à vous, ça veut dire qu'à un moment donné, n'importe qui scannerait un billet, même de manière illicite, avec votre billet dans l'application, et donc vous pourriez plus vraiment en profiter parce que quelqu'un aurait usurpé votre billet. Donc le principe, il est assez simple, c'est la personne qui a acheté,
Si au moment de l'achat, elle pense à cocher la case pour dire j'envoie le billet à telle adresse email, automatiquement, là, vous recevez votre billet dans votre compte. Par contre, si elle n'a pas coché, il faut qu'elle fasse une opération qu'on appelle l'opération de transfert de ticket. Et effectivement, à ce moment-là, elle dit ce billet-là, je l'envoie à Ilias. Et Ilias reçoit un message, on vous a envoyé un billet, est-ce que vous êtes d'accord? Tu dis oui. Et le transfert est effectif. Mais on ne peut pas juste, en scannant le billet de quelqu'un d'autre, l'intégrer dans son compte, parce que sinon, ça risquerait d'emmener plus de problèmes qu'autre chose. Donc on a mis en place ce principe de transfert. Et la difficulté qu'on a vue cette année, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes dont les billets étaient achetés par papa-maman. Et du coup, eux, ils n'avaient soit pas de téléphone, soit pas moyen de récupérer leur ticket, etc. Pas dans leur compte. C'était pas évident, voilà. D'accord, ok. Donc ça, ce sera peut-être un des points. Je sais pas comment on peut améliorer ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu difficile parce que on y a beaucoup réfléchi et c'est vrai qu'il y a pas. Et le système de tirage au sort reste, à mon sens, à notre sens, le plus juste parce que effectivement, juste le premier arrivé, premier servi, ça crée des cohues et des bagarres monstres. Et à un moment donné, si on doit faire une sélection, le tirage au sort, c'est ce qu'il y a de plus neutre parce que sinon, comment on fait la sélection, quoi. Ok, d'autres points à dire sur l'application sur lesquels. Sur l'application, il y a beaucoup de choses à dire. J'imagine bien. On va faire, je pense, encore des émissions après où on reviendra là-dessus sur tout ce système-là, etc. Et ça mérite une émission dédiée. Et parfois, il y avait des gens qui avaient acheté plusieurs billets. Parce qu'ils espéraient avoir plusieurs chances, mais sauf que comme ils avaient fait scanner qu'un seul billet en entrée, si le billet n'est pas scanné, ils ne pouvaient pas jouer. Voilà. Bon, comme l'a dit Thomas, on essaiera de vous faire une émission complète, peut-être dans le mois d'avril, le mois de mai, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et j'imagine que d'ici là, peut-être ça aura aussi évolué. Oui, on va avoir fait quelques évolutions, mais c'est vrai que l'avantage en plus d'avoir ce tirage au sort sur le téléphone, c'est que tout le monde peut participer en même temps. Donc quand vous arrivez, vous pouvez tout de suite voir si ça vaut le coup, si vous avez gagné ou pas. Avant, c'est vrai que le principe avec les ordinateurs où il fallait faire la file d'attente pour tirer au sort et autres, c'était compliqué. Là, on se retrouve avec une possibilité de se dire tiens, à 14h30, j'aurai tel artiste. Et du coup, tu sais que tu peux profiter du festival, tu as ton accès à la séance de dédicace qui est sécurisé. Et puis voilà. Tu n'as plus besoin d'aller à un point, tu le fais de n'importe où. C'est censé être beaucoup plus confortable pour les gens. C'est clair. On a parlé de l'application, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus du côté média. Et là, Thomas, je me retourne vers toi parce que cette année, il y a eu une forte. Il y a eu une super couverture média, on est hyper content. Il y a eu une très belle réaction, notamment des médias régionaux, où on n'a jamais fait autant de couverture. Ça a commencé le week-end d'avant et pendant une semaine, ils parlaient de nous. On s'est vu en cours, c'était très classe. On a été soutenu aussi par BFM, par tous les journaux locaux. Là, on peut voir en bas, c'était sympa. Les journaux spé, vraiment, on a eu un engouement pour la programmation du festival qui est particulièrement fort cette année et qui a sans doute participé à convaincre plus de gens de venir. Et on est vraiment très très content. On remercie tous les journalistes qui se sont mobilisés. On a même, pour la petite anecdote rigolote, fait le même nombre on fait des sacs avec des dossiers de presse et tout ça pour les journalistes. On a une petite conférence le jeudi après-midi. On avait prévu le même nombre que d'habitude et on a été obligé d'en refaire en panique parce que il y avait plus de monde que ce qui était attendu. Ils ne sont pas forcément déclarés. Tant mieux, c'est que vous étiez attendu quoi. Par les médias, vous exactement. En plus de par les visiteurs. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, petite anecdote, petite photo même il me semble. Parce qu'on a Monsieur Kubota Sensei qui était à Marseille et qui parce pris en photo devant. On avait demandé à un de nos camarades de prendre une photo. On avait une belle affiche sur le Vieux-Port. On lui a demandé de prendre une photo et il se trouve qu'à ce moment-là, il était avec Monsieur Kubota qui a vu l'affiche avec son nom en gros et tout. Et puis on peut voir, il était très 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 content de voir cette affiche. C'était bien sympathique quoi. Voilà, petite anecdote. Un petit moment. Avec son nom en gros. Ça peut être toujours plaisir. Shigeshi Kubota qu'on pouvait notamment rencontrer à Japan Expo Sud en conférence et en dédicace peut-être j'imagine aussi en dédicace. Conférence, dédicace, il en a fait
Un paquet. certain nombre. Un Ouais. paquet, j'en ai vu passer quelques-unes. C'est ça. J'étais jaloux. Voilà, j'avoue, c'est pour ça qu'ils y étaient, vous étiez des petits chanceux. Japan Expo Sud, c'est également des temps forts de programmation et on a sélectionné 3 temps forts. Il y en avait plein, évidemment, Bah oui. mais il va falloir choisir quelques-uns pour pas malheureusement tout parler de tout ce soir. Le WCS, pour commencer, avec 1300 spectateurs, messieurs. Oui, bah, les deux grands shows de ce cosplay du samedi, donc le WCS Et et le dimanche. le cosplay show le dimanche, on fait salle comble. Donc on a bien rempli la scène Ichigo à ce moment-là. Mais là justement c'est là où je disais c'était vraiment sympa parce que les gens rentraient, ils se positionnaient comme ils pouvaient, ils respectaient à peu près des allées pour qu'on puisse avoir des dégagements en cas d'incendie. On a même pu voir pour la première année d'ailleurs nos amis, les pompiers du parc qui sont venus nous donner un coup de main pour justement mettre bien en place tout ça. Et on a eu un beau spectacle. La petite déception sur le WCS, c'est que on avait... les règles du WCS sont imposées par l'organisation de Au Nagoya Japon. et elles sont assez strictes. Donc c'est vrai que pour les cosplayers, c'est pas évident de rentrer dans les cases. Et en plus, comme on a dû attendre là pour savoir comment ça allait se passer, etc., les annonces comme quoi les sélections françaises allaient se faire sont arrivées assez tard. Et on a eu seulement 6 participants, mais seulement 3 sont arrivés jusque sur scène, parce qu'il y en a 3 qui ont Changer d'avis. alors, qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout du Voilà. processus. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec une petite finale, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc, on avait rajouté un passage sur scène de tous les gens qui voulaient, etc. Donc, ça nous a permis de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire et de malgré tout avoir un bel événement cosplay. Et le dimanche, par contre, c'était complet de chez complet, là, en termes d'inscription. Pour le cosplay show, on était complet dans la salle, mais aussi en backstage parce que on avait plus d'inscrits que de places, donc on a dû refuser des gens le dimanche à ce moment-là. Je vois plus de 60 cosplayers étaient inscrits pour le. Ce qui est C'est ça. Il y avait 60 places et il y avait 80 inscrits à un moment donné, donc on a dû fermer à ce moment-là et excuser auprès d'une vingtaine. Voilà. C'est ça. Entre eux. Et un autre, le troisième temps fort qu'on a sélectionné, donc c'est le Japan Expo Game Show qui faisait son grand retour parce que l'année dernière, je crois qu'à Marseille, on n'avait pas pu le faire. Non. Et là, cette année, on avait un très beau plateau Japan Expo Game Show avec Rayton, Sora, Philippe Ariotti et Brigitte Lecordier qui étaient donc les invités et qui jouaient avec chacun un membre du public. Donc on avait 2 équipes. Et on a fait un beau show avec à la clé on en avait parlé, une Nintendo Switch OLED de Pokémon Violet et Écarlate offert par Zen Market. Donc un beau le cadeau. vainqueur était très content. J'imagine bien. Bon, en tout cas, ça aussi c'était un des temps à ne pas louper à Japan Expo Sud. Et il y en avait évidemment plein d'autres qu'on ne citera pas aujourd'hui spécialement, mais il y avait de quoi faire, notamment sur les stands, car il y avait également des animations de stands un peu partout dans le salon, à commencer évidemment par des tournois Yu-Gi-Oh! Et plein d'autres. Avec notre partenaire Parkage qui a tenu ces espaces et qui a organisé lui-même, de lui-même, ces tournois sur le festival avec des très beaux lots à la clé. Il y avait des boosters Yu-Gi-Oh! Exclusifs qui sont des boosters que vous ne pouvez obtenir que en participant à des compétitions primées comme ça officielles. Donc c'était vraiment des beaux cadeaux. La zone de jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, là, elle a été remplie mais tout le temps à tel point qu'elle était trop petite à force. Donc on va voir ce qu'on fera l'année prochaine pour l'agrandir. Il y avait des jeux déjà dans le commerce. Il y avait aussi des jeux en avant-première. Donc par exemple... il est dégoûté. Ah ouais, il y avait un jeu de... Alors il y a une société française qui s'appelle Arcadia Studio qui fait des super jeux de plateau et qui est notamment a sorti un jeu qui s'appelle Erune. Donc c'est un jeu d'Heroic Fantasy, un peu la HeroQuest et tout ça, mais avec une application qui fait le maître de jeu en fait. Donc on est vraiment en collaboratif. Comment ça s'appelle ? Erune. Et là, ils présentaient leur nouveau, qui se passe cette fois-ci dans l'espace, puisque c'est Spark Rider 3000. Et du coup, tu as l'ordinateur de bord qui te dit ce qu'il fait, et tu es dans le vaisseau à devoir le maintenir, à transporter une cargaison pendant que tu te fais attaquer par les extraterrestres, etc. Okay. Et malgré le bruit ambiant, la reconnaissance vocale, quand tu disais je passe à vitesse lumière 3, l'application a marché bien, elle répondait, et je pense que les gens qui ont pu tester
se sont vraiment éclatés et j'espère que les gens d'Arcadia Studio sont contents de la démo. Mais nous, on était très contents de les avoir en tout cas. Alors après, il y avait plein de trucs. Il y avait du Ark Nova, il y avait plein de jeux. Je sais pas si tu avais récupéré la liste au final. On a récupéré Bah quelques-uns. voilà, Cabot, Pierre Papier, Magicien et Rune étaient là aussi, mais comme je disais, Arcadia Studio nous présentait en plus un jeu, donc Kickstarter, qui devrait sortir que l'année prochaine au final. Donc D'accord, ok. voilà, c'est Une belle petite avant-première. une belle avant-première pour ce jeu-là. Très, très bien. On continue aussi toujours dans les animations de stand. On voit la belle photo avec le Ouais. stand de Duvet Calligraphie qui faisait des initiations et qui faisait carton plein à chaque fois, quoi. Ouais, c'est de la calligraphie, mais habillé avec du dessin. Le stand en lui-même, déjà, de base, est très 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 beau. Et super bien décoré. Et en plus, les gens sont hyper sympas. Et vous pouvez repartir avec votre nom en hiragana, en katakana. Et le tout ouais, sur des créations originales. C'est très très beau. Très, très bien. Et puis, après, très très beau, il y a très très bon. On avait aussi la Star Hill Team qui faisait des initiations au diorama, donc ils expliquaient comment ça fonctionnait, ils mettaient à disposition toute la matière première et on pouvait s'inscrire pour faire des ateliers comme ça ou créer son petit décor et on repartait avec le décor. Voilà, ce qu'on avait fabriqué, on repartait avec. Voilà, et en plus quand on avait participé, on gagnait même des gènes, donc c'était vraiment sympa et les gens de la Star Hill Team étaient tellement sympa que quand les gens disaient ah oui mais j'ai peur de l'abîmer, donc ils gardaient les décors, donc on pouvait repasser le soir avant de partir pour récupérer son décor pour pas avoir à se le trimballer pendant tout le festival. Et j'ai vu des gens qui se faisaient des petites colonnes grecques, j'imagine qu'ils avaient des chevaliers du zodiaque à mettre dedans à un moment donné, donc c'est vraiment sympa, belle expo et bel atelier de démonstration, quoi. Et Emma Bodina qui proposait de faire des pâtisseries japonaises qui étaient très très bonnes et on pouvait apprendre à sculpter parce qu'en fait c'est de la sculpture sur pâtisserie avec de la pâte de haricots et on apprenait à sculpter et de la même manière là on repartait avec sa création, même si je pense qu'elles ont été gardées beaucoup moins longtemps que les dioramas qu'on pouvait apprendre à faire avec Star Team parce que les gens les ont vite consommés. Voilà, encore pas mal. C'est un petit échantillon évidemment de tout ce qu'il y avait sur le salon en termes d'animation de stand. Il y avait également les 143 stands loisirs que vous pouviez retrouver sur le salon. Donc là, pas mal de petites photos, il me semble, hein, également pour Ouais, bah du coup, on en avait parlé puisqu'on avait fait une émission avec Callahan sur ces stands-là. Donc là, on voit les différents modules. Alors, il y avait la fameuse histoire de... Là, on voit des photos avec Cloison. On doit avoir une autre photo avec la vue de tous les stands, voilà, où je disais que c'était plus sympa parce que c'est plus aéré, on voit bien. Et c'est vrai que on voyait vraiment toute la zone librement sans que ce soit barré et ça donnait vraiment une ambiance différente et vraiment plus sympa, quoi. Et chaque table rivalisait d'imagination pour voir comment monter en hauteur, comment exploiter l'espace disponible pour mettre en valeur ses créations. Très bien. Retour sur la scène Camo également, qui faisait son entrée, sa première à Marseille. Centré sur la danse et la musique, est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce qui s'est passé de beau de ce côté? Alors, on avait pas mal de choses, parce que je disais, il y avait donc des shows, il y avait aussi des initiations. Donc, on avait le random K-pop dance, le blind test aussi. On avait des concours là-dessus. On a Takuya Sugimoto qui est venu pour faire une démonstration de sa chorégraphie et partager avec le public, justement. On voit les photos là, nombreux. La chorégraphie de Onigiri. C'était assez sympa à voir. Voilà. Il y a du coup pas mal de choses à développer là-dessus parce que c'est des choses qui existent depuis quelques années mais qui se formalisent au fur et à mesure du temps. Donc on a pas mal de choses à voir, à mettre en place pour l'avenir, quoi, au final. Ok. Il y avait des blind tests également? K-pop, ouais. J-pop? K-pop et J-pop, les blind tests, donc des quiz où vous pouviez gagner un certain nombre de lots. Voilà. Très, très bien. Donc, encore une fois, pas mal de choses qui s'est passé autour de cette scène Camo qui reviendra peut-être l'année prochaine, on espère. Il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas, vu comment elle a fonctionné. Donc, c'est aussi une très bonne nouvelle. Ce qui s'est un peu moins bien passé, il y a eu un petit bug également, je crois, sur les.
Ouais, termes le d'informatique. vendredi matin, il y a eu un bug informatique pendant une petite trentaine de minutes sur la billetterie, qui fait qu'en fait, tous les gens qui achetaient pendant cette période-là payaient mais ne recevaient pas leurs billets. Donc on s'en est rendu rapidement compte et ça a été corrigé. Je pense que le bug, il a duré entre 10h58 et 11h28, grosso modo. Ouais, c'est très précis. Puisqu'on a les horaires des commandes. Tous les gens qui se sont présentés avec leurs preuves de paiement, etc., on a vérifié qu'effectivement, au niveau de la banque, on avait reçu leurs transactions bancaires et autres, et on les a fait rentrer, évidemment, parce qu'ils avaient acheté leur billet. C'est simplement que ils l'ont pas reçu, ils ne l'avaient pas dans leur compte. Mais ça, c'est un peu les aléas de l'informatique. Voilà. Très très bien. Et notamment sur le Japan Expo Game Show, Ah bah, beaucoup de gens voulaient voir Ouais, les bah, invités. il y avait un beau line-up. Donc, et il y avait une possible participation au show. Il y avait un beau lot, donc les gens étaient très motivés. C'est Et un peu ça a trop donné, motivé. des petits mouvements de foule sur la scène, enfin devant, pas sûr, mais devant la scène, qui ont été contrôlés heureusement Pour le staff. par le staff. Mais ça, il y a eu une petite gouttelette. Ok, très bien. Et pour terminer sur le thème de l'émission, qui était le bilan, un remerciement de tous les partenaires. Oui, Thomas. on remercie tous les gens qui ont participé au festival et puis les partenaires en particulier. Après, je sais pas si on a une petite image, si on devait les citer très très vite fait. À la Fnac, Zoom Japon, Fun Radio, les cinémas CGR, Canal BD, la chaîne manga La Marseillaise Zen Market, dont on a parlé tout à l'heure, qui a fait un super cadeau au vainqueur du Japan Expo Game Show, Crunchyroll pour ses projections, le Toyokoin, hôtel japonais à Marseille, qui est quand même une particularité incroyable, Parkage, qui a animé les espaces de jeu, le consulat général du Japon, qui a amené beaucoup de culture traditionnelle sur le festival, Isan Manga, qui a amené une expo, Kana, qui a amené des auteurs, Duvet Calligraphie, dont on a parlé tout à l'heure, et toutes les associations, tous les exposants qui sont venus et qui se sont Donné. bien donnés pendant les 3 jours. Et on remercie en particulier Karaté Dojo Marseillais. Là, on peut voir le petit cadeau qu'ils nous ont laissé. Karaté Dojo marseillais, et, voilà, ils ont fait une jolie petite plaque comme ça, Japan Expo Sud, avec le logo et tout. Et un grand merci du Karaté Dojo marseillais. Donc on est très très content de ce joli cadeau qu'ils nous ont fait. Et on leur avait dit qu'on le montrerait à l'antenne. C'est chose faite.